48 heures après un résultat qui a privé Emmanuel Macron de sa majorité, ou d'une majorité en tout cas. On retrouve Camille Collin à l'Élysée et aujourd'hui, ce sont les grandes consultations à tout va. François Bayrou, on l'a vu, est entré à l'Élysée il y a quelques minutes. Oui, c'est François Bayrou qui est en rendez-vous avec Emmanuel Macron, un peu avant Stanislas Guerini. C'est le moment de la majorité en ce début d'après-midi. Alors, je vous entendais parler en plateau tout à l'heure d'écoute du président. À la sortie de son rendez-vous, Christian Jacob, le patron des députés des Républicains, expliquait tout à l'heure que le président de la République avait fait qu'écouter quasiment ce matin tout au long de son rendez-vous sans trop parler, comme pour forcer ses opposants à l'Assemblée à jouer carte sur table, à lui expliquer quel texte il comptait bloqué ou pas, sur quelle négociation tout cela pouvait se faire. Le problème, c'est que ses opposants lui renvoient la balle. Ces consultations ont un air de cahier de doléances. Chacun vient avec sa mesure, son exigence. Christian Jacob, par exemple, pour les Républicains, expliquait que sur la réforme des retraites, telle qu'elle avait été promise par Emmanuel Macron, cela ne pourrait pas se faire comme ça, qu'il ne voterait pas la confiance du gouvernement si le gouvernement le demandait. Mais en revanche, on a cru comprendre que sur le texte pouvoir d'achat, il pouvait y avoir des points d'entente avec la majorité. Et puis Olivier Faure, le socialiste Olivier Faure, est lui aussi venu en fin de matinée en disant qu'il était possible de discuter si le chef de l'État sur ces questions de pouvoir d'achat montait déjà le SMIC à 1 400 € net par mois. Voilà où en sont les débats. Le chef de l'État qui doit encore recevoir d'autres chefs d'opposition, Marine Le Pen en fin de journée, le communiste Fabien Roussel et puis aussi les Insoumis demain. Merci beaucoup Camille Collin. Alors pour poser le décor de ce qui se passe aujourd'hui, on va retrouver Céla Bourriou à Matignon pour le séminaire de travail, comme le disait Valérie Nataf, avec la Première ministre, mais également les ministres battus lors de ces législatives. Céla. Oui, absolument. Il ne vous aura pas échappé que l'agenda de la majorité a été complètement bouleversé, y compris celui du gouvernement. Il devait y avoir un conseil des ministres, comme chaque semaine. Il a été annulé et à la place, il y a donc cette réunion qui regroupe l'ensemble des membres du gouvernement, y compris, vous le disiez, les 3 ministres qui ont été battus aux élections législatives. Amélie de Montchalin, la ministre de la Transition écologique, Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, ainsi que Justine Bénin, la secrétaire d'État chargée à la mer. Alors l'idée, c'est de se montrer bien sûr au travail, de gérer les affaires courantes, mais aussi de préparer les dossiers brûlants. Vous le savez, il y a un projet de loi qui est très attendu. Il s'agit du texte sur le pouvoir d'achat. Il va continuer d'être préparé. Et puis, Elisabeth Borne, bien qu'elle ait remis sa démission au chef de l'État, celui-ci l'a immédiatement refusé. Donc à ce stade, on ne sait pas encore quand aura lieu ce prochain remaniement, ne serait-ce qu'au moins pour remplacer les 3 ministres qui ont été défaits à ce scrutin. Merci beaucoup Céla Bourriou. Arlette Chabot, comment est-ce que vous interprétez, vous, ce refus de la démission d'Elisabeth Borne? C'est une simple formalité ou c'est pour... C'est une formalité, c'est-à-dire que par tradition, le Premier ministre propose sa démission. Et puis, on a bien compris effectivement qu'il n'a pas renommé, après une vraie démission, Elisabeth Borne. N'a pas été confirmée pour composer un nouveau gouvernement. Or, de toute façon, on sait qu'il doit y avoir un nouveau gouvernement pour la bonne raison qu'il y a 3 ministres battus qu'il faut effectivement remplacer. Donc ça ne veut rien dire, ça veut juste dire qu'on respecte les formes et que le président de la République garde les mains libres, garde la possibilité de faire absolument ce qu'il veut dans les jours qui viennent. Donc voilà, on a bien compris effectivement. La méthode ressemble un peu, et certains évidemment le regrettent déjà, que le président de la République prenne du temps, comme il avait pris au lendemain de sa réélection. Sur ce plateau, je crois que vous aviez regretté qu'il ait pris trop de temps. Oui, parce que je pense que ça ne lui a pas vraiment réussi, c'est quand on regarde le résultat. Oui, mais la rebelote, si je vous entends bien. Oui, exactement. Je ne suis pas sûre que ça soit une très bonne idée. Alors, ce que je pense, moi, n'a peu d'importance. En revanche, je crois que des responsables politiques, et l'un d'entre eux étant en ce moment dans le bureau ou en tout cas à l'intérieur de l'Élysée, sont plutôt conseillés d'envoyer des signes. Donc François Bayrou, en Mmh. l'occurrence, voilà, parce qu'il a vu le président de la République hier, d'autres aussi, et les politiques sont plutôt dans l'idée justement de ne pas recommencer, c'est-à-dire les Français, ils attendent quoi? Ils attendent juste un message d'Emmanuel Macron. Voilà, quelques jours après ce vote, on peut imaginer que le président de la République s'adresse aux Français pour leur dire « voilà ce que j'ai compris, voilà ce que je fais ».
et je donnerai mes décisions. Voilà, parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a un agenda très chargé. Mais ça, le fait à nouveau, on ralentit, on prend le temps, on laisse se décanter, comme il avait déjà utilisé effectivement ce verbe, ce n'est pas sûr que ce soit la bonne méthode. Alors justement, Émeric, parce que peut-être il ne sait pas quoi faire. ça c'est intéressant. D'abord, est-ce qu'il sait quoi faire ou pas? Est-ce qu'il a perdu la clé pour remonter l'horloge? Mais tout à l'heure, un responsable de la France Insoumise disait, en fin de compte, même là, le fait de garder Elisabeth Borne, c'est une façon pour le président de nous avoir montré qu'il n'écoute pas, qu'il n'a pas entendu les Français. Oui, enfin, ça ne nous surprend pas, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est sa méthode depuis 5 ans. Il méprise en réalité l'avis des Français. Il n'en a que faire. Pourtant, là, effectivement, le message est très clair, puisqu'on est quand même dans une situation assez inédite en France, avec si peu de députés liés au président juste réélu. Mais c'est tout simplement, moi, je crois en effet, c'est ce qui vient d'être dit, il ne sait pas quoi faire. Je pense même qu'il est en panique. Il est en panique au moment où on se parle, parce qu'il n'a été habitué jusqu'à présent à gouverner qu'en ayant les pouvoirs absolus. Et là, tout à coup, il s'est dit, mais mon Dieu, je vais devoir écouter le point de vue de l'un, de l'autre, mais qui dois-je écouter? Pourquoi faire? Mais si vraiment, vous savez... Ensuite, le risque qu'il risque d'y avoir, c'est qu'il risque de faire porter à cette histoire de majorité relative le poids de son incapacité à gouverner, alors qu'en réalité, on l'a commenté beaucoup ces derniers temps, ça se passe comme ça dans beaucoup de pays, de gouverner avec une majorité relative. Ce n'est pas un problème du tout en soi. Ça nous est présenté en France comme un problème quasi insoluble, parce que ça arrange ceux qui nous gouvernent aujourd'hui de le présenter comme ça. Est-ce qu'à l'inverse, pour vous, c'est aussi d'un autre côté la fin des postures politiques? C'est-à-dire qu'un gouvernement qui travaille avec une majorité qui fluctue, ça veut aussi dire pouvoir éventuellement voter des lois que le gouvernement propose? Oui, éventuellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, si le gouvernement est capable de proposer une loi pour la constitution de laquelle il aura d'abord consulté les différentes composantes du Parlement. On a vu Bruno Le Maire à l'instant, pardon, Émeric Caron. On vous laisse passer, mais pour on fait vivre cette réunion. Je vous en prie. Des images qui arrivent en direct. La question c'est, est-ce qu'Emmanuel Macron sera capable d'aller entendre, par exemple, ce que nous, à la NUPES, on a à dire pour faire un texte de loi, pour l'amender en quelque sorte, pour faire qu'il soit votable? Et ça, j'en suis absolument pas sûr. Ce dont on est en train de parler, c'est de l'absence de culture de compromis dans notre système démocratique. Et donc on dit oui, mais le pouvoir ne discute pas, il ne vient pas voir les oppositions. Le premier acte politique, le tout premier posé par la NUPES, c'est le dépôt d'une motion de censure. Ça a été annoncé dans la nuit de dimanche à lundi. Pour le 5. Donc, exactement. Donc, lorsque le premier acte politique qu'une opposition pose, c'est de dire il faut censurer, renverser le gouvernement. On voit bien que les conditions d'un dialogue ou d'un signal envoyé sur le fait qu'on peut avoir des compromis, qu'on peut dialoguer, qu'on peut discuter, ne sont pas tout à fait réunies. Et ce n'est pas, je ne charge pas à 100% l'opposition, sans doute qu'Emmanuel Macron, et c'est un fait, n'a pas démontré une capacité complètement évidente à dialoguer. Depuis dimanche, là où je rejoins, c'est que depuis dimanche, beaucoup de députés nouvellement élus d'ailleurs qui passent sur ce plateau, de la REM ou de Renaissance, on appelle ça comme on veut aujourd'hui, disent que voilà, même eux vont travailler différemment. Mais parce qu'ils ont perdu 100 de leurs collègues. Mais ils le regrettent, oui, mais ils regrettent également 5 ans. Certains disaient même d'une forme de poids, d'obscurantisme qui fait qu'on les a traités parfois de députés godillots. Oui, mais parce que ça existait. Ils ont perdu 100 de leurs collègues, et donc ils ont perdu la majorité absolue, et que lorsque vous êtes... majorité relative, ça vaut même plus en réalité, parce que majorité relative, lorsque Michel Rocard devait aller chercher une dizaine de voix, ça pouvait s'entendre. Là, c'est 50. Pardon, là, c'est 45. Là, c'est 45. Oui, Rocard, c'était une dizaine. 14. Là, c'est 45. Et c'est 45 en partant du principe que les 245 députés de la majorité seront fidèles, loyaux, ne bouderont pas, ne fronderont pas, n'auront pas d'état d'âme. Je rappelle qu'il y a 25... Et c'est pas acquis. Sous les précédentes législatures, il y en a toujours qui sont partis, qui ont été exclus. On se souvient des frondeurs sous Hollande, on se souvient de Joachim Son-Forget, de Mgid El Guerab, de Martine Vonner. Bref, il y a eu 25 pertes. Donc il faudrait que les 29 amis de M. Philippe se tiennent à carreau jusqu'au bout, que les autres n'aient pas d'état d'âme, que personne ne sèche, ne fasse l'école buissonnière, n'ait envie d'aller aux toilettes au moment du vote, comme ça arrive souvent, et qu'il y ait des voix en plus. Franchement, sur le long terme, c'est un pari qui paraît assez audacieux. On fait quoi, Valérie Nataf, du coup ?
Écoutez, on va voir. Je suis désolée, vous me demandez de résoudre la crise à la place du président. Donc, pardon, mais ma compétence va être un peu en défaut. Non, qu'est-ce qu'on fait? Je reformule. Quand on est aujourd'hui à la tête du gouvernement, quand on est président de la République, même si on consulte, on voit ça en direct, on fait quoi? Enfin, à un moment donné, on se penche vers qui? On demande, puisqu'on dit qu'Emmanuel Macron ne parle pas assez. Il se tourne vers qui? Alors, d'abord, moi, il me semble, je serai sans doute démenti par les faits, mais ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Moi, je pense que le président de la République va parler aux Français. Parce que moi, ce qui me frappe depuis dimanche, c'est que, alors, les affaires d'accords, de pactes, de présidence de la Commission des finances, de groupe unique, etc., tout cela a saturé l'espace médiatique. Oui, et les Français s'en fichent, c'est ce que nous disait Alors, non seulement les Français s'en fichent, mais très honnêtement, ils doivent avoir l'impression que tout le monde, pas seulement le président de la République, tout le monde est sourd à ce qu'ils ont dit et voulu exprimer dimanche. Ça, c'est mon premier renseignement, moi. Donc, je pense que le président de la République parlera. Arlette le disait tout à l'heure, il a un agenda international extrêmement chargé. Il y a un Conseil européen jeudi et vendredi. À partir de dimanche, il est en Bavière pour un G7. Et ensuite, il va en Espagne pour un sommet de l'OTAN. Je vous laisse parler dans quelques instants, je vous assure, Arnaud. Donc, à mon sens, mercredi soir ou vendredi soir au plus tard, le président de la République va devoir parler aux Français pour leur dire ce qu'il fait de cette crise que les Français lui ont imposé. Demain ou vendredi. Il y a une séquence internationale. Je ne suis pas. Ça commence jeudi, la séquence internationale, avec le Conseil européen. Donc, à partir de là, après avoir entendu, je ne sais pas, mais en tout cas, après avoir écouté les chefs de parti, le président de la République va devoir indiquer un chemin. Je reprends le terme d'Olivier Faure, c'est pas tous les jours. Donc, voilà Damien Abad qui arrive à cette pour réunion dire il y a un chemin et que c'est le chemin qu'indique le président de la République. Je suis assez marqué parce qu'on n'est pas en train de parler d'une assemblée générale de copropriétaires ou d'une association de boulistes. Sans l'amitié, l'amitié et sans les boules, oui. C'est exactement ça. C'est la définition de la politique du Parti socialiste. C'est une définition d'Emmanuel Macron lui-même. Voilà. On est en train de parler de choses extrêmement importantes. On parle de politique, c'est pas des postures. Les gens ont été élus pour des programmes, sur une idéologie, sur un combat politique. Être président de la commission des finances, sur leur travail sur le terrain aussi. Mais d'accord. Dit. Enfin, quand vous avez aussi des gens qui vous tapent sur l'épaule, ils vous ont demandé d'être élu sur un programme, de défendre ce programme. Non. Être la présidence de la commission des finances, c'est pas un détail et les gens ont tort, s'ils s'en fichent, ils ont tort de s'en ficher. Parce que c'est un poste extrêmement important et je comprends à la fois que la NUPES et le Rassemblement national se demandent s'ils vont obtenir ce poste parce qu'on va rappeler quand même le rôle du député. Voilà. Il contrôle l'action du gouvernement et il vote le budget. Je veux dire, c'est quand même pas rien. On parle d'un pays qui a une charge de la dette qui est le plus important poste dans le budget chaque année. On a un État qui doit faire des choix sur des réorganisations. On a quelques affaires aussi en intérieur. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui aimeraient savoir ce que va devenir aussi le remplacement de certains fonctionnaires par des cabinets privés, etc. Ça permet aussi de contrôler véritablement l'action du gouvernement. C'est fondamental. Deuxième chose, pourquoi le président de la République prend aussi du temps? C'est pas parce qu'il a envie de prendre du temps, c'est que dans 15 jours, il va y avoir le discours de politique générale. Il va envoyer qui au feu? Il a envie que ça soit un carnage, d'envoyer quelqu'un qui ne remplit pas le costume. À ce moment-là, une nouvelle tête. Il faut savoir ce que c'est que l'Assemblée nationale. C'est une nouvelle tête à Matignon, c'est ça que vous nous dites? Oui, c'est pour ça que ça réfléchit beaucoup à Matignon. Qu'est-ce qu'on va faire dans 15 jours quand on sait qu'en effet, la NUPES a déposé une motion de censure? Il faut savoir ce que c'est l'Assemblée nationale. Moi, j'ai fait 5 ans, je n'y suis allé que 2 fois dans l'hémicycle parce que c'est intenable. Je veux dire, il y a un bruit invraisemblable. Il suffit qu'il y ait un débat un peu chaud. Ça va être très compliqué. Je ne suis pas sûr qu'Elisabeth Borne... Vous avez fait 5 ans en tant que quoi, pardon? J'étais assistant parlementaire et j'ai assisté à des débats sur des questions extrêmement difficiles. C'était des questions sociétales, etc. C'était le mariage pour tous. Je vous laisse imaginer qu'Elisabeth Borne n'est pas forcément équipée pour affronter une bronca pareille en étant Premier ministre sans majorité. Je pense que ça réfléchit beaucoup parce qu'il va falloir trouver une posture politique.